entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants. Salam alaikum. Bonjour. Dis donc, je ne vois plus très bien où je suis. Sais-tu où se trouve la source Beida? ما نعرف. Laïn Beida. عن بعيدة. أروح مين وريك. هذه هي هنا. Alors c'est ça. Eh bien, je suis arrivé chez moi. Cette scène, fidèlement reconstituée, se passait le 15 avril 1910. Lui, c'est Pierre Chauvin, un solide gars de Provence. Il était parti avec en poche un acte de propriété de 70 hectares, un immense domaine. C'était dans le Cersou, une haute plaine, à 250 km au sud-ouest d'Alger. On lui avait dit, là-bas, il y a de la belle terre, riche et fertile, jusqu'alors jamais cultivée, la fortune, quoi. Cependant, pour Pierre Chauvin, la vie de pionnier commençait. Il fallut d'abord creuser le puits. Et ensuite construire la maison. La pierre ne manquait pas, du courage il en avait, comme en avait Ahmed, ce berger de la première rencontre. Oui, Ahmed avait décidé d'abandonner les horizons incertains de sa rude vie de nomade. Il allait désormais se fixer là, avec sa famille, sous la tente traditionnelle en poil de chameau, aux côtés de son nouveau compagnon. Il ne devait plus se quitter. Pierre Chauvin a maintenant fait venir sa femme de France. Une communauté vient de naître. Et puis, peu à peu, on vit ce Cersou dur et balayé par le vent, se peupler de beaucoup d'autres gars de France. Celui-ci avait quitté les Pinèdes landaises, cet autre, le Cantal. On vit aussi, car la vie appelle la vie, beaucoup d'autres nomades comme Ahmed qui s'arrêtèrent à jamais là où autrefois ils ne faisaient que passer. Ils découvraient que la terre n'était pas faite seulement pour la fouler, mais aussi pour l'aimer et s'y attacher. Deux races commençaient à se fondre dans cette même passion de la terre nourricière. Et partout où s'édifiait une nouvelle ferme, naissait une petite agglomération. Alors, on pensa à construire un village. Le plan, il ne serait pas compliqué. Des rues rectilignes se croisant à angle droit, l'emplacement de l'église, de la mairie, de la poste, des écoles. Son nom, Victor Hugo. Pourquoi? Parce que peut-être sentait-il confusément que aussi dans un autre domaine, certes, avait à accomplir une œuvre immense. Toutes les constructions n'étaient pas encore achevées que déjà s'installait le marché. Les hommes s'y coudoyaient, s'y découvraient, apprenaient à mieux se connaître et à s'aimer. Et puis, les regards et les efforts se tournèrent vers cette terre désolée. Les moyens étaient rudimentaires, la besogne rude, mais le courage immense. Et ce fut un moment bien émouvant quand, pour la première fois, le soc traça le sillon des semailles de l'espoir. Et que le rossignol viendra chanter encore quand le vent soufflera sur la verte bruyère. Ensemble, ils étaient à la peine. Ensemble, ils goûtaient les joies du repos. L'Oued, au nom romantique de Narwassel, qui est le début du Chélif, était tout proche et il ne se passait pas de dimanche que Pierre Chauvin et Ahmed n'aillent y tremper leurs lignes. Les femmes aussi se connaissaient mieux maintenant et c'était vers la fermière que les musulmanes se rendaient volontiers pour un conseil ou pour faire soigner leurs enfants. Cette confiance spontanée et réciproque avait fait que Jeanne Chauvin n'éprouvait aucune crainte dans la solitude de sa petite ferme isolée dans l'immensité du Cersou. Bien des années passèrent et la terre avait tenu ses promesses, elle avait donné aux hommes la moisson de leur labeur.
En 1930, on se mit à espérer que ce Cersou, autrefois désertique, pourrait bien devenir le grenier de l'Algérie. Pour cela, il fallait encore améliorer le rendement d'un sol qui commençait à s'appauvrir. Et de puissants tracteurs modernes firent leur apparition sur les hautes plaines. Oui, il est bien loin le temps de la charrue des premières heures. Le soc fouilla plus profondément, mais hélas, c'était pour ne remonter à la surface après avoir traversé la mince couche de terre fertile que de la pierre. De la pierre, encore de la pierre, s'en devenait obsédant, et les champs de l'espoir devinrent pareils à un paysage lunaire, ceux de la désolation. Pourtant, les hommes se mettent tous au travail, s'entraidant, enlevant chaque jour après chaque jour, chaque pierre après chaque pierre. On les entasse, on en fait des murettes, des blocs bien réguliers, comme si on avait voulu à jamais témoigner tout au long de ces routes du Cersou de tant de sueur et de persévérance. Et puis, lorsque la terre redevint par endroits elle-même au lieu d'être champ de pierre, on se remit à espérer, on se lança dans divers essais de culture, on essaya même la plantation de pépinières. Rien n'y fit, la terre restait hostile. Alors, découragés, ruinés par tant d'efforts vains, nombreux furent les fermiers qui abandonnèrent le Cersou, laissant derrière eux les pierres de leurs maisons qui iront bientôt se confondre avec les autres pierres, celles des murailles sans fin. La chanson des blés d'or, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Cependant, tous n'avaient pas perdu espoir. Certains parce que plus privilégiés, peut-être d'autres parce que plus persévérants aussi. Et ils continuèrent le défrichement de leur domaine avec cette obstination qui avait fait la force des pionniers du siècle précédent. Ils tentèrent alors dans ces terrains rénovés d'autres cultures, comme celle des lentilles qui prirent rapidement de l'extension. Cette nouvelle ressource du Cersou allait de surcroît avoir une bienfaisante répercussion sociale par l'embauche régulière d'un plus grand nombre d'ouvriers agricoles. Le blé restait toutefois la culture principale, et, sous le chaud soleil de ces hautes plaines, les lourds épis serrés portaient en eux la promesse de la récolte heureuse. Mais il suffisait dans ce pays au climat capricieux d'une seule nuit pour réduire à néant les efforts d'une année. Il suffisait d'un gel tardif pour ne retrouver aux moissons qu'à peine la semence engagée. Une mauvaise année, tous les paysans connaissent cela. Ce n'était pas la ruine, mais la privation du vivifiant séjour en métropole. Malgré tout, le Cersou offrait encore d'autres possibilités. Là où la terre s'avérait impropre à la culture, là où elle avait été abandonnée après des essais infructueux, elle revenait à sa destination première, une terre de pacage pour les troupeaux des nomades et des éleveurs. En ce domaine, comme en tous les autres, dans cette lutte quotidienne contre la nature, une étroite solidarité s'affirmait entre les hommes, quelle que fût leur origine. Que l'orage, par exemple, menace, et le berger trouvera refuge, hospitalité, dans la ferme la plus proche.
Les mois, les ans et les décades ont passé avec leurs fortunes diverses. Pour Pierre Chauvin et Ahmed, ils n'ont en rien entamé l'émouvant contrat humain qu'ils avaient passé dès le premier jour. Ils continuent à mêler leurs efforts et leurs joies. Ils sont encore ensemble dans les champs ou sur les berges du Narouassel. Ils se retrouvent aussi sur la place du village pour la débonnaire partie de boules qui attire la foule. Et provoque son admiration. Ce concours de boules, qui ne déparerait pas dans le cadre de la France méridionale, montre combien ce jeu est en honneur dans le Cersou, comme dans toute l'Algérie d'ailleurs. Ainsi, la vie s'était installée partout, difficilement. Peu à peu, elle avait transformé, adapté aux besoins nouveaux, l'évolution du petit centre de Victor Hugo. Car voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu un village comme bien d'autres en métropole, avec ses édifices, ses rues, son activité journalière. Avec sa vie spirituelle, mais aussi ses nécessités matérielles, symbolisées par cet imposant silo à grains. Aujourd'hui aussi, à côté des artisans des premiers temps de la création du centre, des professions nouvelles se sont créées un peu partout. Et les rues connaissent une animation à laquelle ces élégantes du dimanche donnent une note colorée et pittoresque. Le petit marché d'antan, lui aussi, a progressé. Il n'est plus limité aux seuls villageois, il est devenu un centre important d'échange pour toute la région. Il est devenu la halte des troupeaux de moutons remontant du sud. Il est enfin le lieu où l'on continue à se comprendre, où l'on commente les nouvelles. Ces nouvelles, elles se propagent de bouche à oreille, comme dans tous les pays méditerranéens d'ailleurs. Et qui sait si ces nouvelles n'arrivent pas avant même les journaux que chaque jour amènent de la ville l'autocar. Cette arrivée de l'autocar, c'est une distraction. C'est aussi l'heure de la traditionnelle anisette, du rendez-vous au café et pour Pierre Chauvin comme pour Ahmed, c'est l'heure de la détente. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur Chauvin, ça va? Salam alaikum, Ahmed. Bonjour, monsieur Chauvin. Ça va? Monsieur Chauvin, qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude, une anisette et un café pour Ahmed. Assieds-toi une minute. Alors, quelle nouvelle? Alhamdulillah. Est-ce qu'ils ont fixé le prix des blés? Oui, le même que l'année dernière. Alors, il nous faut la bonne récolte. Inch'Allah. Inch'Allah, plaise à Dieu. Combien ces mots, qu'ils soient en arabe ou en français, contiennent d'espoir et d'inquiétude. Mais qu'importe, les hommes ne sont plus seuls. Ils ont pour supporter le poids de leurs souffrances, la force de l'amitié et de la solidarité. Pour eux, cette communauté qui s'est créée face à l'adversité de la nature est le meilleur des gages d'un avenir qu'ensemble, ils ont voulu construire. Ce n'était qu'un exemple, celui de Victor Hugo dans le Cersou. Mais des villages comme celui-ci, il en existe des centaines et des centaines dans toute l'Algérie.